Bonjour les amis. Alors je sais pas trop par quoi je vais commencer. J'ai énormément de choses à raconter. Voilà, j'ai une petite audience sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ma vidéo va changer énormément de choses. Je dois avoir 850 abonnés à peu près. Sur les 850, il doit y avoir une bonne partie, c'est juste des sex bots. Donc voilà, mais je profite de cette communauté que je sais bienveillante, que je sais voilà avec qui j'ai une bonne relation pour un petit peu voilà. J'ai besoin de parler en fait, j'ai besoin de m'exprimer, donc je profite un petit peu de ce petit endroit de communication. Quand j'ai créé Vegan Escape, le slogan, ça a tout de suite été New Food, New World. C'est-à-dire qu'en changeant notre façon de consommer, en changeant nos modes d'alimentation, grâce à des alternatives végétales aux produits animaux, eh ben, on peut changer, on peut améliorer le monde en fait. Voilà, on peut se régaler, on peut répondre à nos besoins d'alimentation, on peut répondre à nos besoins de donner un sens à sa vie, tout en préservant les ressources de la planète, tout en luttant contre la maltraitance animale. Donc, il y a une idée de changer le monde par l'économie. L'économie, qu'est-ce que c'est? L'économie, c'est le fait de créer de la richesse en répondant à des besoins, simplement. Donc, l'économie, c'est un petit peu le centre de tout, quoi. On a tous des besoins. Pour y répondre, ben, on utilise de l'argent. Cet argent, il va créer, il va être réutilisé et c'est comme ça que les richesses se créent en fait. Et puis un modèle économique sain, ben, c'est ça qui crée des emplois, c'est ça qui permet à la société de se développer, c'est ça qui permet d'investir dans des nouveaux secteurs. Etc. Et c'est ça qui permet à une civilisation de prospérer. Donc l'économie, et d'ailleurs économie, la racine, il y a éco dedans. Éco, c'est la maison, donc c'est la gestion de la maison, une gestion saine de la gestion, une gestion saine de la maison. Voilà, donc l'économie, c'est une production de richesses et une redistribution des richesses grâce aux achats, grâce au paiement des salaires, grâce aux taxes qui permettent de nourrir l'État, qui permet aussi de répartir la richesse. Donc voilà, donc l'idée avec Vegan Escape, c'était de proposer un modèle économique qui répond à des besoins, qui crée de la richesse et puis qui puisse se développer. Pour améliorer le monde, si le monde aujourd'hui, il n'est pas trop mal, c'est parce qu'il y a un modèle économique qui n'est pas trop mal, qui permet à tout le monde de répondre à peu près à ses besoins. C'est aussi parce qu'il y a un modèle politique, démocratique, qui assure des libertés à peu près à tout le monde. Et si on est en paix, c'est aussi parce que voilà, on a un équilibre entre l'économie, les valeurs universelles, la politique. Mais si c'est pas parfait aussi, si c'est pas parfait, s'il y a quand même des exclusions sociales, s'il y a quand même des conflits armés et meurtriers, s'il y a quand même de la pauvreté, c'est aussi parce que ce modèle économique et ce modèle politique, ils sont pas parfaits. Euh, voilà, donc moi je pense que le monde, c'est nous qui l'avons construit. C'est nous l'avons construit en se reposant sur des valeurs. C'est nous qui l'avons construit grâce à nos actions économiques, grâce à nos actions de consommation, grâce à nos actions politiques. Et c'est ça qui fait qu'il arrive à se maintenir. Mais ce monde, voilà, rien n'est éternellement gagné. D'accord. Rien n'est éternellement gagné. Chaque liberté, elle n'a jamais été vraiment donnée. Elle a toujours été le fruit d'un combat. Et ce combat n'est jamais achevé. En fait, il y a toujours des tendances qui veulent réduire les libertés, il y a toujours des tendances qui veulent garder plus d'argent pour eux, il y a toujours des tendances voilà, qui ne sont pas du tout pour le partage des richesses, pour la démocratie, et qui veulent exclure de plus en plus certaines communautés. Donc, le vivre ensemble, la paix, une économie qui répartit des richesses, voilà, c'est jamais totalement gagné. D'accord. Le combat, enfin, le combat, les avantages sont toujours en cours. Donc voilà. Ça, quand j'ai créé Vegan Escape, c'était un petit peu la vision. J'avais pas seulement la vision de faire des sandwichs, j'avais aussi un petit peu une vision globale d'améliorer à mon humble niveau le monde autour de moi en passant par le biais économique. Voilà, j'ai fait de l'associatif, je suis enseignant à côté, j'essaye d'être citoyen,
Mais il y a aussi pour moi une des façons de changer les choses, c'est vraiment le modèle économique. C'est un petit peu un des cœurs du changement. Aujourd'hui, voilà la situation internationale, la situation politique nationale aussi. Bon, ça me rend très très perplexe en fait. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire mes modèles de pensée ne me permettent pas de comprendre pourquoi on a l'extrême droite qui a autant de voix. D'accord? Pourquoi est-ce que, sachant qu'en même temps qu'on a des massacres ultra médiatisés au niveau de la Palestine, bah, ça ne nous permet pas de réfléchir, ça ne nous permet pas de nous dire bah, peut-être que les extrémismes sont pas une solution, peut-être que diviser la société, c'est peut-être pas une solution, peut-être que alimenter les préjugés envers les autres, c'est peut-être pas bien, alimenter la haine envers les autres, c'est peut-être pas très bien. Ben, on a les exemples en direct et malgré tout, voilà, on n'a pas du tout d'empathie vers ça. Et puis on continue de se renfermer, on continue de. Enfin, les voix qui appellent au renfermement, les voix qui appellent concrètement à la dictature, les droits qui appellent à l'uniformité au lieu de la diversité, les voix qui appellent à tout ça sont en train d'exploser. Donc voilà, donc moi j'ai du mal à comprendre. Donc j'essaye de faire appel à différentes connaissances, à différents paradigmes pour pouvoir trouver des explications à tout ça. Et en fait, j'ai envie de parler un petit peu de politique. Je ne suis pas du tout un spécialiste de politique, vous allez vite vous en rendre compte dans ma vidéo, mais j'ai plutôt un regard d'un citoyen qui essaye de s'intéresser plus ou moins avec les maigres connaissances qu'il a. Déjà, je voudrais parler de la droite. Alors, je vous rappelle que j'y connais rien. Mais non, avant ça, je vais essayer de vous parler déjà de prendre du recul sur nos propres idées. D'accord? Nos idées, elles sont, voilà, elles sont liées à nos croyances. C'est-à-dire que souvent, on a une croyance et on a ce qu'on appelle des biais cognitifs, des biais de confirmation qui vont faire que on va, dans la réalité qui est ultra complexe autour de nous, on va toujours attacher de l'attention à des anecdotes, à des phénomènes qui nous confortent dans nos croyances. D'accord? Donc ça, c'est un phénomène totalement humain, c'est lié complètement avec le cerveau. Il y a quelque chose qui s'appelle la résonance cognitive. La résonance cognitive, c'est le fait d'avoir une cohérence entre toutes nos idées dans nos pensées et une cohérence entre nos idées et nos actions. Donc, l'être humain a besoin de résonance cognitive. C'est quelque chose de presque vital. On a besoin de comprendre ce qu'il y a autour de nous. Sauf que la réalité est très complexe et la réalité ne peut pas être comprise. On ne peut pas cerner tous les différents aspects de la réalité. Vous connaissez peut-être l'histoire des aveugles qui touchent un éléphant. Il y en a un, il touche sa patte, il dit « Ah ben c'est un arbre ». Il y en a un, il touche son oreille, il dit « Ah ben c'est un éventail ». Il y en a un, il touche sa trompe, il dit « Ah c'est un serpent ». Ok. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a appris. J'ai fait des études de sociologie, donc ça remonte à loin, mais un des souvenirs que j'ai, c'est que la réalité objective n'existe pas. La réalité objective, ce n'est simplement que l'addition de différents points de vue subjectifs. Donc quand on est sociologue, on ne parle pas de réalité objective, on dit juste que cette réalité, on parle de construction sociale de la réalité, cette réalité, elle n'est juste que la superposition des différents points de vue subjectifs. En gros, chaque point de vue subjectif a une certaine légitimité, chaque point de vue subjectif a voilà, tout un modèle de compréhension du monde. Et si on veut comprendre le monde dans son ensemble, c'est en additionnant ces différents points de vue. Le problème, c'est que quand on a un point de vue, quand on a une certaine croyance, eh ben, on a du mal à prendre le point de vue de notre personne parce que justement, on a des biais cognitifs, on a des biais de confirmation qui fait que ça nous donne une résonance cognitive. Quand on voit quelque chose qui contredit nos valeurs, quelque chose qui contredit nos croyances, nos pensées, nos idées, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, c'est quelque chose qui n'est humainement qui est pas acceptable au niveau du cerveau. On ne peut pas avancer avec une dissonance cognitive. Donc c'est ça qui amène aussi les êtres humains à se poser beaucoup de questions, à chercher des réponses, et c'est ça qui permet aussi de progresser. Malheureusement, la dissonance cognitive, elle fait aussi qu'on va être dans le déni aussi. Dès qu'on a quelque chose qui ne conforte pas nos croyances et nos valeurs, on va avoir tendance à les rejeter.
Et donc, la dissonance cognitive amène aussi au renfermement et au fait de voilà, se renfermer sur son groupe, se renfermer sur sa croyance. Donc voilà, ce phénomène qui est humain, voilà, il faut le prendre en compte si on veut pouvoir prendre un peu de recul sur ses propres idées. C'est très lié aussi à notre identité. Voilà, vous connaissez peut-être la fameuse pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Donc Abraham Maslow, c'était un psychologue du travail à la base, et il a dit que voilà, on a tous des besoins pour s'épanouir. En gros, on a des besoins de sécurité, des besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir, des besoins de sécurité, et parmi nos besoins, on a le besoin d'appartenance. Donc, ce qui est très important, un être humain, pour qu'il puisse, c'est un des besoins pour pouvoir s'épanouir, c'est un des besoins physiologiques, c'est presque physiologique, c'est le besoin de se sentir appartenir à un groupe. C'est-à-dire de se reconnaître parmi ses semblables, des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont des pensées qui nous ressemblent, et on va se conformer justement au groupe. Donc ce besoin d'identité, il est extrêmement aussi important pour un équilibre d'un être humain. Le problème, c'est que ces besoins d'identité se fait en opposition aux autres, se fait dans une différenciation des autres groupes. D'accord ? On ne peut pas créer une identité si on ne trouve pas des choses qui nous ressemblent avec les personnes qu'on est, mais on ne peut pas la créer non plus en montrant des choses qui nous dissocient des autres. Donc, la création d'une identité se fait forcément en opposition, en confrontation avec d'autres identités. Ce besoin d'identité, ce besoin de se conformer au groupe, c'est quelque chose qui est lié vraiment à nos ancêtres préhistoriques. Concrètement, donc c'est donc dans la constitution de notre cerveau. Quelqu'un qui vit seul dans la préhistoire, il était assuré à mourir. Donc les gens qui ont survécu, c'est les gens qui ont vécu en groupe, c'est-à-dire qui se sont conformés au groupe. Donc il y a beaucoup d'expériences sociales qui montrent que voilà, on préfère se conformer à un groupe plutôt que se sentir exclure du groupe. Voilà, ça rentre dans nos peurs les plus primaires, le fait de se sentir exclu d'un groupe, le fait de sentir que notre identité est menacée. Donc l'identité est très 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 importante. Et l'identité, on a du mal à la départager aussi, elle est liée tout à fait à nos croyances. Donc tout se rassemble. Notre identité, nos croyances, la résonance cognitive, la dissonance cognitive, voilà, tout ça, ça fait que c'est une tendance naturelle de l'être humain à en fait, le communautarisme, on va dire, pour parler vulgairement, le communautarisme est une tendance naturelle humaine. Alors forcément à différents degrés selon les personnes, mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Voilà, une fois qu'on a dit que l'identité était un besoin humain, une fois qu'on a dit que l'appartenance, le sentiment d'appartenance était un besoin humain très important, une fois qu'on a dit qu'on fait plus attention à des choses qui nous confortent nos idées qu'à des choses qui contredisent nos idées, une fois qu'on a dit tout ça, ça nous permet un petit peu déjà de prendre du recul avec ses propres croyances et ses propres idées. Et ça nous aide aussi à comprendre les autres. C'est-à-dire que tous ces besoins que j'ai, les autres êtres humains, ce sont des homo sapiens aussi, ils ont les mêmes ressentis, ils ont les mêmes tendances. Donc voilà, sauf qu'il y en a un, il va définir son identité par un parti politique, il y en a un, il va définir son identité par, j'en sais rien, une ethnie. Il va y avoir une définition ethnique. Voilà, une ethnie, c'est des personnes qui ont une origine très très lointaine commune. Voilà, concrètement, les différences physiologiques entre les êtres humains. On va avoir différents critères qui vont faire qu'on se sent appartenir à cette identité, malheureusement en confrontation avec les autres. Voilà, là, c'est un livre de Amin Malouf qui s'appelle « Les identités meurtrières ». Qui montre voilà, comment ce besoin d'identité, comment il se fait en opposition aux autres et comment, au final, alors que c'était un instinct de survie à la base, le fait d'appartenir à un groupe, aujourd'hui, ce même instinct de survie est en train, pour moi personnellement, de conduire l'humanité peut-être à sa destruction. D'accord ? Parce que le besoin d'appartenir à un groupe, ça marche quand on est des hommes préhistoriques nomades. On va se souder dans le groupe. Par contre, quand c'est pour rentrer en opposition avec d'autres groupes, voilà, ça met vraiment en péril le vivre ensemble, parce qu'on a des habitudes héritées de la préhistoire qui vont nous faire rentrer en confrontation avec
avec les autres personnes. Et on a donc des identités qui sont un besoin de tout le monde, mais qui vont devenir meurtrières. Et le premier degré, ça va être simplement le premier degré justement de cette caractéristique humaine, ça va être par exemple de se sentir mal à l'aise avec des gens qui sont différents. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait légitime. Mais petit à petit, si on cultive, comme on dit, si on cultive l'indifférence au lieu de cultiver la différence, si on cultive cette appartenance en opposition aux autres, bah, petit à petit, ça devient le racisme. Petit à petit, ça devient la haine de l'autre. Petit à petit, ça devient le rejet de l'autre. Et voilà, donc le fait de ne pas avoir de l'empathie pour ceux qu'on juge différents, d'avoir une empathie que pour notre groupe, et puis le maximum de tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans l'humanité, ce sont les génocides. Les génocides, c'est quand on en vient à, quand notre groupe en vient à massacrer un autre groupe, d'accord. Ça peut se passer entre les catholiques et les protestants pendant la Renaissance. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le génocide des Juifs. Il y a eu aussi les génocides des Arméniens en 1915. Il y a eu, voilà, et puis aujourd'hui, en Palestine, ce qui se passe, c'est tout à fait les caractéristiques d'un génocide, la déshumanisation de l'autre, la diabolisation de l'autre, le manque d'empathie envers l'autre, et voilà, qui amène à son massacre pur et dur. Donc, en gros, une fois qu'on a conscience de tout ça, bah, on se dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter de sombrer dans la destruction, pour pouvoir éviter de massacrer son voisin. Comment faire pour que cet instinct de survie qui est l'appartenance à un groupe, comment faire pour qu'il puisse ne pas se transformer en cause de notre destruction, en cause de conflit, en cause de guerre. Voilà, et tout ça, ça rejoint aussi la résonance et la dissonance cognitive. Désolé, mes idées sont un petit peu en vrac, mais voilà, pourquoi les catholiques ont massacré les protestants et les protestants ont massacré les catholiques? Simplement parce que la conception du monde des catholiques à une époque était absolument incompréhensible par les protestants. Donc, dissonance cognitive, le corps ne supporte pas. C'est moins facile de se remettre en question, de remettre en question ses idées, que de dénier et de massacrer l'autre. Donc voilà, donc énormément de génocides dans l'histoire et se font même pas pour des richesses, même pas pour des terres, mais simplement parce qu'on n'accepte pas le point de vue de l'autre. Pourquoi? Parce que le point de vue de l'autre, on n'arrive pas à le comprendre. Le point de vue de l'autre, il nous fait rentrer en stress, il nous fait rentrer en dissonance cognitive, et du coup, pour retrouver la résonance cognitive, on les diabolise et on les massacre. Donc c'est tout à fait humain, les génocides, il y en a eu plein dans l'histoire, et même les guerres, sans parler de génocide, les guerres, c'est on diabolise l'ennemi, évidemment, et puis ce qui permet de légitimer psychologiquement, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense en psychologique, ce qui permet de légaliser, de légitimer le fait de tuer les autres. Je pense à, par exemple, les bavures policières, la mort de Naël. C'est quelque chose qui est absolument injustifiable. On ne tue pas un mineur pour un refus d'obtempérer. Le mineur peut être le plus gros voyou du monde. Il ne mérite pas la mort. Sa famille ne mérite pas sa mort. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont justifié ça en disant oui, mais c'était un voyou, oui, mais ceci, cela. Pourquoi? Parce que ça rentre en dissonance cognitive. Ils n'acceptent pas qu'on tue un mineur. Pourtant, ils sont, par exemple, ils sont pour la police, et c'est tout à fait vrai que la police, on en a besoin. Alors du coup, ils disent oui, mais c'était un voyou, oui, mais c'était de sa faute. D'accord? Donc, voilà, ça s'appelle des mécanismes de défense pour pouvoir garder une cohérence, pour pouvoir garder une résonance cognitive, pour pouvoir se dire que ben non, je suis quand même quelqu'un de bien, et ben on va diaboliser la personne. Ok? Voilà, c'est ce qui se passe en Palestine. On pense que tous les Palestiniens soutiennent le Hamas. Du coup, ils ont le droit de mourir. C'est une façon de justifier. Et là, je dis ça, mais nous, c'est facile de dire ça. On est encore en paix. On essaye d'intellectualiser. Bon, une fois qu'on a tué, on a massacré votre famille, peu importe votre religion, peu importe votre ethnie, peu importe votre nationalité, je pense qu'on perd complètement la capacité de raisonner. Et puis, on est dans l'émotion et dans la vengeance. Donc, là aussi, ça à prendre en compte. Nos identités.
comme il est question de ça, je vais juste vous lire des petits passages, donc des identités meurtrières. Et donc ce livre est sorti en 98, et voilà, malheureusement, on constate que c'est exactement les mêmes problèmes en 2024, c'est normal parce que c'est ancré dans l'être humain. Notre identité, elle est plurielle à la base. D'accord? J'ai à la fois une nationalité, j'ai à la fois peut-être une ethnie, j'ai à la fois une culture, j'ai à la fois une langue, j'ai à la fois des passions. Tout ça, ça forme mon identité. Donc à la base, notre identité, elle est plurielle. Ça ne veut pas dire que j'ai plusieurs identités. J'ai aussi peut-être différentes origines de différents pays. Donc ça ne veut pas dire que j'ai plusieurs identités. J'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Le problème, c'est que quand on dit il faut affirmer votre identité, ça veut dire que on veut leur attribuer une seule identité. Par exemple, l'histoire des binationaux. Tu ne peux pas être à la fois français et d'origine étrangère. Ben si, les deux identités peuvent cohabiter tout à fait très très bien en une seule personne. Quand on dit à des personnes d'affirmer leur identité, comme on le fait si souvent aujourd'hui, donc c'était en 98, ce qu'ils doivent retrouver au fond d'eux-mêmes, c'est cette prétendue appartenance fondamentale, qui est souvent religieuse, nationale ou raciale ou ethnique, et la brandir fièrement à la face des autres. Mais quiconque revendique une identité plus complexe se trouve marginalisé. Voilà, une identité complexe, ça fait rentrer en dissonance cognitive pour beaucoup de gens qui ont besoin d'une vision simplifiée des choses. Et du coup, ils ont du mal à comprendre. Et du coup, on veut ramener la personne à une seule identité. Dans ce livre-là, il dit aussi, Amin Malouf, c'est notre regard qui enferme les personnes dans leur plus étroite appartenance. Et c'est aussi notre regard qui peut les en libérer. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un d'une ethnie différente, eh ben, vous pouvez très bien le renfermer uniquement dans cette ethnie, dans les caractéristiques de cette ethnie, alors qu'en réalité, il a une multitude, et son identité est le résultat d'une multitude de différents facteurs. Voilà, on est mis en demeure de choisir. Et on n'est pas seulement mis en demeure de choisir par les fanatiques et les xénophobes de tous bords, mais aussi par vous et moi, chacun d'entre nous, à cause justement de cette habitude de pensée et d'expression si ancrée en nous tous, à cause de cette conception étroite, exclusive, bigote, simpliste qui réduit l'identité entière à une seule appartenance proclamée avec rage. C'est ainsi que l'on fabrique les massacreurs. Ok, donc notre identité, il faut arrêter de voir les choses trop simplement. Le cerveau humain, il a une tendance naturelle à la fainéantise, c'est normal, donc il cherche à simplifier les choses. Malheureusement, la simplification, elle conduit à une mauvaise compréhension des réalités. Voilà un petit peu, c'est toujours un petit peu mélangé. Je vais continuer quand même mes idées. Je voudrais parler de politique, puisqu'en ce moment, c'est le thème central. J'ai envie de parler d'abord de la droite, après j'ai envie de parler de l'extrême droite, et après j'ai envie de parler de la gauche. La droite, tout d'abord, voilà, il ne faut pas diaboliser personne. La droite, on ne peut pas la diaboliser. La droite, ils ont un point de vue qui peut être pertinent. Alors, je ne connais pas exactement, je me base sur les théories générales sur la droite. Ils peuvent avoir des théories, des théories pertinentes sur certains points, tout en mettant de côté totalement d'autres problématiques. Mais à toutes les personnes qui diabolisent la droite, je voulais juste donner des exemples. Donc déjà, la droite, c'est des gens... Enfin, l'idéologie de la droite, le système de pensée de la droite, c'est produire de la richesse. Donc, c'est un peu les personnes qui sont conscientes que tout le monde repose sur la création de richesse, que ce soit les routes, nos smartphones, notre alimentation. Tout ça repose, les emplois, etc. Tout ça repose sur les créations de richesses. Donc, si on ne crée pas d'entreprise, si on ne donne pas les capacités aux entreprises d'avoir un maximum de rentabilité et de pouvoir prospérer, l'économie s'effondre. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de la droite. Et donc, ils n'ont pas tort parce que c'est vrai que le monde entier, tous nos besoins, on y répond. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle économique derrière. On a un business model
qui marche derrière. Même l'État, il a un business model qui marche parce qu'il récupère l'argent que des richesses qui ont été créées par les entreprises et il peut la redistribuer aux fonctionnaires, il peut la redistribuer aux aides sociales, etc. Donc la droite, voilà, ils ont cette vision-là, qui est une vision, je pense, qui est très concrète. Et peut-être, par contre, ils mettent de côté, du coup, en gros, ils veulent que tout le monde travaille. Un être humain est né pour travailler et on met de côté à peu près beaucoup d'autres choses comme l'environnement, etc., qui sont des sujets beaucoup moins présents dans la droite. Mais voilà, je dis qu'il ne faut pas la diaboliser. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai vu des gens vraiment qui se revendiquaient à droite, complètement antiracistes, complètement pour le vivre ensemble et vraiment engagés, en particulier chez les scouts, engagés pour le vivre ensemble et le mélange des cultures, etc. D'accord. Je rappelle que Simone Veil, à qui on doit la loi, la légalisation de l'avortement, elle est quelqu'un qui est de droite. Valéry Giscard d'Estaing, qui est le président qui était en même temps aussi de droite, et pourtant c'est à lui qu'on doit la multiplication des chaînes de l'audiovisuel, donc une libéralisation des médias publics. C'est à lui qu'on doit aussi la majorité à 18 ans. Voilà, on lui doit pas mal de choses, de progrès libéraux, et alors qu'ils sont tout à fait de droite. Donc la droite n'est pas forcément anti-droit. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'aspects. À l'époque de Jacques Chirac, la France était contre la guerre en Irak. Donc voilà, il y a aussi des valeurs qui sont propres. Donc voilà, tout ça je dis pour ça quoi, on ne diabolise pas la droite. D'ailleurs, ça me fait hyper rigoler à l'époque où Éric Ciotti, le président des LR, s'est mis avec le Rassemblement national. Voilà, il y a eu plein de hauts responsables des Républicains qui, qui ont voulu le virer purement et simplement. Ils ont dit non, nous on ne s'allie pas avec les fachos. Et c'était très rigolo de voir Valérie Pécresse. Alors franchement, je la connais pas, on pense que ce qu'on veut d'elle, mais c'était vraiment trop drôle et ça faisait trop plaisir. Franchement, limite, j'ai le vote républicain quand on la voit qui remonte ses manches là et qui veut aller foutre Ciotti dehors parce qu'il a fait alliance avec l'extrême droite, quoi. Donc voilà, ça redonne un petit peu une vision positive de la droite et leur montrer qu'il ne faut pas non plus les diaboliser. D'accord. Voilà, la droite font des choses aussi qui peuvent être très bien. Bon, je m'arrête là parce qu'après, j'y connais plus rien. Ensuite, l'extrême droite. L'extrême droite, c'est beaucoup plus problématique selon moi. Je ne suis pas du tout un expert. Je vais me baser seulement sur voilà, les 2-3 pages de leur programme que j'ai lu, sur leur vision, etc. La première chose, pour éviter de... Alors, j'ai pas envie de dire que je les diabolise pas, parce qu'il n'y a pas besoin de les diaboliser. Ils ont absolument un programme qui me fait horreur, que ce soit en termes de sécurité, de surveillance, que ce soit en termes de débat sur la nationalité française, un débat qui est totalement... qui est pour moi qui est immoral. Voilà, complètement deux poids deux mesures, enfin complètement une vision différenciée de la population et des humains. Donc ça, c'est hors de question. La chose quand même, parce qu'on peut pas. Tout à l'heure, j'ai dit que l'objectivité, c'était une superposition des différents points de vue subjectifs. Ça veut dire qu'il y a 30% qui votent extrême droite. On ne peut pas les balayer totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de prendre en compte leur point de vue. D'accord. On est obligé de comprendre ce point de vue pour savoir qu'est-ce qui cloche et pour savoir voilà, comment éviter qu'on retombe dans du racisme, dans des extrêmes. Voilà, on ne peut pas nier ce point de vue, ils sont devenus trop nombreux. Ça veut dire qu'ils contribuent à la construction sociale de la réalité. Bon, souvent, ils ont peur et souvent, ils sont attachés à une identité. C'est-à-dire que ceux qui votent extrême droite, ils ont quelque chose de commun, c'est l'identité. Tout à l'heure, on a parlé d'identité, c'est un besoin naturel, c'est un besoin limite physiologique, c'est un besoin psychologique extrêmement important chez l'être humain. Voilà. Et leur identité, eux, ils la sentent menacée. Voilà, leur identité, on va dire que c'est grosso modo, bon, j'ai pas envie de simplifier au maximum, mais on va dire, voilà, blanche catholique, même s'il y a beaucoup de noirs et d'arabes qui sont aussi qui votent aussi extrême droite. Mais voilà, ils sont contre les avancées de l'islam, ils sont contre
contre le droit du sol. Voilà, ils ont une vision quand même assez ethnique de la société et de la nation. D'accord. Ils sont contre le droit du sol, ils sont voilà, plein de choses comme ça. Donc, c'est un point de vue qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte voilà, le fait qu'il y a des personnes, dans leur identité, ils veulent être français, ils veulent pratiquer leur culture française, euh, etc. Et ils se sentent menacés dès qu'ils voient une femme avec un voile. Voilà, ils se sentent menacés. Ça rentre dans leur dissonance cognitive, donc ils se sentent menacés. Ça met à mal leur résonance cognitive. Et donc, ils ont ce réflexe de rejeter, un réflexe qui est humain, qui est de rejeter l'autre. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont d'extrême droite, et le pire, c'est on en connaît tous en réalité, euh, il faut qu'ils comprennent que leur identité, elle est légitime, que leurs valeurs sont légitimes, mais que ce n'est pas une raison pour rejeter les autres. Voilà. Là, on est en 2024, qu'on le veuille ou non, et d'ailleurs ça a été la réalité depuis des siècles et des siècles, c'est que l'humanité est amenée à se mélanger. L'humanité est amenée à se mélanger, les cultures sont amenées à se mélanger, les cultures s'enrichissent mutuellement, les cultures se renforcent mutuellement. Notre culture même d'aujourd'hui, elle est le résultat de toute une histoire de mélange de cultures. Et voilà, et il faut prendre en compte cette histoire commune des êtres humains. Donc l'identité est légitime, voilà, cet attachement à leur culture est légitime, mais de la même façon que il faut peut-être prendre en compte cette identité, on va dire française, avec toute la culture qui va avec, culture voilà, plus ancrée sur le territoire depuis plus longtemps que les cultures plus récentes. De la même façon que cette identité est importante, il faut aussi reconnaître aux personnes qui sont différentes qu'elles ont les mêmes besoins, elles ont les mêmes attachements à leurs valeurs, à leur culture et à leur identité. D'accord. Donc tous les besoins qu'ont les gens d'extrême droite qui votent RN, ces besoins d'identité, eh ben, il existe exactement chez toutes les autres personnes voilà, chez les autres êtres humains. Ok, donc voilà, si vous voulez qu'on accepte votre identité, votre culture, vos références, c'est forcément d'accepter aussi que les autres ont le droit aussi d'avoir leur culture, leur référence et leur identité. Voilà, reconnaître en l'autre ce qu'il y a en vous, même si c'est identité, même si ces valeurs peuvent être différentes. Dans un État, l'enjeu d'un État, c'est simplement le vivre ensemble. C'est ne pas rentrer dans des confrontations, ne pas rentrer dans des conflits, ne pas rentrer dans des choses qui font du mal à tout le monde, quoi. Ne pas rentrer dans des haines, ne pas rentrer dans voilà, dans des conflits, dans des persécutions, dans des paroles racistes, etc., voilà, qui font du bien à personne. Donc l'identité, elle est légitime. Maintenant, le programme politique, par contre, non, pour moi, il est catastrophique. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma vision de la vision que j'ai du rassemblement, voilà, de la politique et de la vision du Rassemblement national. Pour parler de la gauche simplement, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai aucune idée des différences qu'il y a entre le programme de la France Insoumise et le programme des socialistes par exemple. Je vous assure que j'ai aucune idée. Je n'ai pas le temps personnellement pour me concentrer sur qu'est-ce qui différencie Mélenchon et Glucksmann. J'ai pas le temps, j'ai pas la patience, j'ai pas voilà. Et je pense que je suis pas le seul, vu qu'il y a un Français sur deux qui n'a pas voté aux européennes. Je pense qu'il y a au moins la moitié de la population française qui soit ne comprend pas la différence entre, je vais dire, LFI et les socialistes, soit qui s'en foutent royalement. D'accord. Donc ça, il faut être très très clair là-dessus. Par contre, quand les différents... aux européennes, il y avait au moins 3 ou 4 partis écologistes. D'accord. Est-ce que vous pensez franchement que les citoyens français, avec leur boulot, avec leurs enfants, avec leurs problèmes, ils ont le temps d'aller éplucher les 3 programmes différents des 3 partis écologistes, plus le programme des socialistes, plus le programme de LFI? Je pense pas.
Donc, voilà pourquoi la gauche aussi, vraiment, il y a quelque chose je pense qu'on lui en veut, parce qu'elle a des solutions qui prennent en compte les vrais défis écologiques. Elle a des enjeux qui prennent en compte les vrais défis sociaux, qui reposent sur des valeurs humaines, d'accord. Mais le fait qu'ils se chipotent entre eux, enfin, ils se sont plus critiqués entre eux pendant les européennes que démonter les arguments de l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est catastrophique quand on réfléchit à ça. C'était vraiment ça. Donc c'était voilà. Et du coup maintenant, ils sont à moitié crédibles parce qu'ils font le Front populaire ensemble. Et ce que les citoyens lambda attendaient, c'est-à-dire des solutions au racisme, des solutions à la discrimination, des solutions aux problèmes sociaux, des solutions aux défis écologiques. Voilà, c'est ça que les citoyens lambda, ils veulent. Voilà, donc du coup, enfin, c'est ce que les gens attendaient. Ils attendaient une union, comme il y a eu la NUPES à un moment. Mais la NUPES, entre eux, ils ne s'entendent pas. Alors que les citoyens, c'est tout ce qu'ils veulent. Il faut vraiment être clair là-dessus. Le Front populaire, c'est tout ce que les citoyens voulaient. Et le problème, c'est que, voilà, il y a une partie en fait, ils n'arrêtent pas de se mettre des balles dans le pied. Parce que, voilà, moi, je repense à LFI. Il y a une anecdote, peut-être que vous l'avez vu passer. Il y avait certains adhérents d'LFI, des premiers fondateurs d'LFI, qui commençaient un petit peu à prendre en compte les autres réalités, les autres points de vue de la gauche. Et ils faisaient plus l'unanimité parce qu'ils attiraient aussi des voix des autres voix de gauche. Bah, ils ont été virés par LFI. D'accord. Donc voilà, encore une façon de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire ceux qui font un petit peu la concordance et ceux qui font un petit peu, qui sont légitimes aux yeux de plus de monde, bah oui, forcément, ça veut dire qu'ils sont moins radicaux sur certains points de vue, mais c'est ce que les citoyens ils veulent. Donc il faut penser un petit peu à ce que les citoyens veulent, et puis les détails, on réglera ça après. D'accord. Et là, on peut régler ça de façon démocratique. Mais là, l'urgence, c'était quand même de proposer des solutions écologiques, sociales au pays. Donc voilà, la grosse critique qu'on peut faire à la gauche, euh, et qui est énormément dommage et qui leur joue extrêmement préjudice parce que pendant ce temps-là, l'extrême droite joue sur les instincts les plus primaires de l'être humain, la sécurité, la peur, l'identité. Et ça, par contre, ça marche. Ça marche à toutes les époques, ça a marché. Je vous ai dit, on l'a dit au début de la vidéo, ça fait partie des caractéristiques qui sont vraiment ancrées profondément dans l'être humain depuis la nuit des temps. Donc jouer sur la peur, jouer sur la diabolisation de l'autre, jouer sur le rejet de l'autre. Alors là, c'est vraiment jouer sur l'étranger. C'est des choses qui ont toujours marché. Jouer sur la culture, etc. Voilà ce que je voulais dire. Je vais quand même conclure. Je ne suis pas du tout un militant politique. J'ai certaines valeurs que je pense qui sont importantes. J'ai une certaine vision du monde qui ne demande qu'à... Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais qui a une certaine vision du monde qui ne demande qu'à évoluer. Pour moi, les valeurs primordiales, c'est les animaux, l'écologie, le vivre ensemble. Et voilà. Je ne suis pas militant, mais j'ai quand même envie de vous parler du nouveau Front populaire parce que pour moi, c'est eux qui répondent le plus précisément possible à tous les enjeux actuels, les enjeux les plus importants actuellement. Donc, pour ça, vous avez le programme ici du nouveau Front populaire. Vous pouvez le trouver sur Internet, mais je pense sincèrement que ça vaut le coup que chacun y jette un coup d'œil. Et au moins, vous avez des bases pour faire un choix éclairé. Concrètement, voilà, personnellement, là-dedans, il n'y a quasiment rien sur lequel je ne suis pas d'accord. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est des promesses politiques, ils ne vont peut-être pas forcément les tenir. Sauf qu'entre une promesse politique qui se base sur une vision raciste du monde et une promesse politique qui ne prend pas en compte l'écologie et une promesse politique qui prend en compte l'écologie, l'égalité, la liberté, la fraternité, bah voilà, le choix, autant aller vers... et puis après, c'est à nous de le construire tout ça. C'est à nous, par notre engagement citoyen, par notre engagement associatif, par notre engagement politique, de le mettre en œuvre. Mais voilà, concrètement, ils sont pour la paix, ils sont pour la répartition des richesses, ils prennent en compte la maltraitance animale,
Ils prennent en compte la sécurité aussi. Il y a une partie importante sur la sécurité, sauf que c'est pas la même façon. La sécurité, elle ne s'assure pas par plus de répression. Plus de répression, ça fout le seum encore plus. C'est surtout ça, je pense. Donc voilà, on ne peut pas tout lire, mais voilà. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ce programme, ça fait longtemps qu'ils bossent dessus et enfin qu'ils sont mis en commun et il est voilà, il est chiffré, d'accord. Donc c'est le programme peut-être le plus précis au niveau économique, d'accord. Il y a tout un business model qui est derrière aussi. J'avais encore une dernière chose à vous dire et je terminerai là-dessus. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voter, ok, tout en respectant la différence. Moi, voilà, perso, si la droite elle passe, voilà, tant que c'est pas une vision raciste du monde, euh, voilà. Mais on croit plus au changement positif qui prend en compte plus de problématiques très importantes actuelles avec le nouveau Front populaire. Donc clairement, voilà pourquoi moi, ouvertement, je défends le Front populaire. Non pas que je ne respecte pas la droite. La droite, je l'ai vu à l'œuvre dans des choses très très positives aussi. Mais voilà, pour moi, ils prennent beaucoup plus en compte les urgences avec le programme du Front populaire. Il y a une dernière chose ultra importante dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé des biais cognitifs. Le fait que on attache de l'importance, des biais, on appelle ça des biais de confirmation. Le fait qu'on va attacher de l'importance à des anecdotes qui vont nous conforter dans nos croyances, qui vont nous conforter dans nos idées, qui vont rentrer en résonance cognitive, c'est-à-dire une cohérence entre nos différentes idées et nos valeurs, et qu'on va rejeter toutes les anecdotes et les idées qui vont rentrer, qui vont nous mettre en dissonance cognitive, d'accord. Et donc ça, soit on va les rejeter violemment, on peut les rejeter violemment aussi, soit on va les dénier, soit on va pas y prêter attention. Il y a quelque chose qui est absolument dramatique, ça qui est propre à notre époque, qui amplifie ce phénomène, c'est les algorithmes des réseaux sociaux. D'accord. Je pense que c'est des choses qui sont débattues déjà dans plein de vidéos. Mais comme on dit, celui qui contrôle l'information contrôle les esprits. Les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont là pour nous maintenir le plus de temps possible sur les écrans. Que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, etc. D'accord. Donc forcément, ils vont mettre des vidéos qui nous plaisent, qui nous confortent dans nos idées. Et ça crée une diffusion différée de l'information, une diffusion ciblée de l'information. Ok. Du coup, déjà que de façon naturelle, on a du mal à prendre en compte le point de vue de l'autre, bah là, on n'aura même pas accès aux informations dont dispose l'autre. Et donc, c'est extrêmement problématique parce que toutes nos opinions, on les fait avant tout grâce aux informations qu'on reçoit. Et ça, c'est complètement dramatique parce que les algorithmes, ils suivent une logique totalement économique. Ils veulent juste qu'on maintienne du temps. Ça veut dire que pour l'instant, on va dire, il n'y a pas encore d'ambition politique derrière les algorithmes. Ça peut changer dans les années qui viennent et là, ça serait encore pire. Et d'ailleurs, on a déjà eu des utilisations des algorithmes, etc., pour balancer. Par exemple, on pense au scandale de l'élection de Trump il y a quelques années, où il avait réussi à balancer plein de vidéos qui faisaient peur sur Facebook. Et du coup, tous les gens ont voté pour lui parce qu'il y a eu plein d'informations qui allaient en son sens. Donc, voilà, donc les réseaux sociaux nous confortent, ils nous confortent dans nos idées et ils nous empêchent de voir le point de vue de l'autre. Et c'est pour ça que souvent les dialogues entre les personnes, ce sont totalement des dialogues de sourds parce que on n'a pas du tout les mêmes références. Et moi, pour prendre plusieurs exemples, je pense sincèrement que tous ceux qui votent extrême droite, si on regarde leur feed Instagram ou si on regarde leurs recommandations YouTube, ça n'a absolument rien à voir avec les recommandations YouTube ou Instagram que moi je vais avoir. Et donc, on n'a pas du tout accès aux mêmes informations. D'accord. Eux, ils vont avoir des vidéos d'agression, d'insécurité à longueur de journée, de discours racistes, etc., argumentés. Alors que moi, je vais avoir aussi, ou plutôt, des contre-discours au racisme, des vidéos qui vont montrer, pourquoi pas, des bavures policières, etc. Donc, du coup, on a vraiment des informations qui sont totalement différentes. Et ça, c'est dramatique parce que ça crée une différenciation de l'information et donc une différenciation de la société. Et donc ça, il faut vraiment, vraiment en prendre conscience aussi. Voilà, moi je pense au massacre des Palestiniens.
euh, qu'on voit en direct sur nos téléphones depuis bientôt 9 mois, où on voit des images je vais avoir 42 ans, j'ai jamais vu des images d'une horreur comme ça de toute mon existence. Des images, voilà, je pense à nos adolescents qui eux, à l'âge de 14 à 18 ans, ils sont en train, ils grandissent avec des images comme ça sous les yeux. Voilà, je pense que ça donne aussi, ça fait beaucoup de doutes sur l'humanité du coup. Donc on a des images d'une violence atroce, des enfants amputés, des enfants qui agonisent, voilà, enfin des massacres, des enfants orphelins, des bombardements, des blessures, des choses absolument abominables qui font que n'importe quel être humain normalement constitué, on a quand même un phénomène de neurones miroirs qui fait qu'on ressent la souffrance des autres. On ne peut pas être insensible, c'est pas possible. Euh, c'est comme si on voit les vidéos des attaques du Hamas où ils balancent des grenades dans des bunkers où il y a plein de gamins, de jeunes qui se sont réfugiés. On ne peut pas être insensible à des choses comme ça. C'est naturel, c'est biologique, d'accord. On a ce phénomène de neurones miroirs qui fait que on ressent quand même un minimum la souffrance des autres. Quand vous voyez un animal qui se fait torturer ou qui se fait abattre, on a quand même un minimum d'empathie naturelle. Cette empathie, après, elle peut être étouffée par notre idéologie, par nos croyances. Mais voilà, donc je ne comprends pas comment, après 9 mois de massacre en direct sur les réseaux sociaux, des Palestiniens, comment est-ce qu'on a encore des gens euh, qui vont défendre la politique israélienne. D'accord. Et moi, je me dis simplement que, alors qu'il y a d'autres solutions, enfin, l'argent qu'on a dépensé pour massacrer les gens, je pense que les millions et les millions de dollars qu'on a dépensés là-dedans, on peut très bien les dépenser pour, au contraire, contribuer à la paix. Logiquement, je pense que c'est ça. Euh, Et moi, je pense simplement qu'on n'a pas les mêmes informations. Voilà, on n'a pas les mêmes informations, les algorithmes ne recommandent pas les mêmes choses. Du coup, c'est ce qui explique un petit peu les différences de points de vue qui sont aussi opposés entre les personnes. Donc, il faut aussi prendre en compte tout ça. Ça, c'est un nouvel enjeu de la société, c'est que on n'a pas accès aux mêmes informations, donc en particulier via les réseaux sociaux. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. L'objectif, au final, c'est de pouvoir vivre en paix, vivre heureux, vivre de façon épanouie dans une société, de pouvoir ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur pour sa sécurité, ne pas voilà, pouvoir avoir des amis, pouvoir euh, être en confiance pour ses enfants, etc. Tout ça, je pense que voilà, mon discours était un petit peu déconstruit. Voilà, je pense pas que tout le monde est allé à la fin de la vidéo, mais voilà, je pense pas que ma vidéo changera quelque chose non plus, mais j'avais besoin de m'exprimer sur le sujet, j'avais besoin de sortir ce que je pensais, et, euh, et voilà. Bon, les amis, voilà, j'ai pas parlé de Vegan Escape, vous inquiétez pas, j'en reparlerai bientôt, et, euh, et puis, euh, et puis voilà, c'est en cours, ça me prend du temps, mais voilà. Peace, prenez soin de vous, et puis à très très bientôt.